Bonjour à tous, on se retrouve sur la fin du chapitre 1 sur les aspects généraux de la fiscalité française. Pour rappel, nous avons déjà vu la définition et les objectifs de l'impôt, les 4 grands principes qui régissent la matière fiscale. Est-ce que vous pouvez me les rappeler d'ailleurs, ces quatre grands principes? Vous avez relu votre cours la dernière fois? Si ce n'est pas le cas, allez vérifier sur votre cours de la semaine dernière, c'est bien de l'avoir en tête quand même pour reprendre cette vidéo. Les principaux impôts et taxes avec un petit peu de culture générale sur les différents impôts et taxes que vous connaissiez, la TVA, l'IR, l'IS, la contribution économique territoriale, la taxe foncière, la taxe d'habitation, l'impôt sur la fortune immobilière, autant d'impôts auxquels vous devez être familiarisé. Ensuite, on a fait une classification des impôts et taxes où on a distingué d'abord les impôts sur les revenus, sur les dépenses et sur le capital. Et puis on a fait une distinction entre les impôts directs et indirects, avec ce petit point d'interrogation sur l'impôt sur le revenu qui était resté en suspens, qui a toujours été un impôt direct parce qu'il a toujours été directement versé par le contribuable, c'est-à-dire les personnes physiques. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, il est prélevé à la source, donc par l'intermédiaire des entreprises, donc on pourrait dire que c'est devenu un impôt indirect. Et après renseignement pris auprès de quelqu'un qui est fiscaliste, en tout cas plus fiscaliste encore que moi, puisqu'il faut trouver des juristes, il semblerait que la balance penche quand même du côté des impôts directs dans la mesure où ce qui est versé en fait lors du prélèvement à la source est une avance en fait, et qu'ensuite il y aura un complément qui sera versé par le foyer fiscal, donc directement à verser à l'État. Donc on va plutôt le laisser du côté des impôts directs. Mais promis, je ne vous demanderai pas si l'IR est direct ou indirect parce que c'est un petit peu compliqué. Par contre, sachez que la TVA c'est indirect. Donc on en est à la partie que vous préférez tous, à savoir la partie sur les sources du droit fiscal. Après les sources du droit comptable, je demande les sources du droit fiscal. Donc vous allez du coup réétudier la hiérarchie des sources du droit, mais cette fois-ci en matière de fiscalité. Ensuite, une partie sur l'organisation de l'administration fiscale pour voir un petit peu de qui dépend, de quel ministère dépend un petit peu le droit fiscal. Et puis des éléments plutôt de vocabulaire, de terminologie qui vont expliquer comment on détermine l'impôt, de quoi est-ce qu'on a besoin pour déterminer le montant d'un impôt. C'est parti pour la fin du chapitre 1. En matière de fiscalité, il convient de s'attarder un petit peu sur le droit fiscal, puisque c'est le droit fiscal qui définit les règles en matière d'impôt. C'est ce qu'on appelle une branche du droit public. Il existe une hiérarchie qui va s'appliquer pour le droit fiscal, puisque vous avez, comme pour le droit comptable, des règles hiérarchisées. Et on va commencer par voir ce qui se passe au niveau international et communautaire. Au niveau international et communautaire, donc on a tout d'abord ce qu'on appelle des conventions fiscales internationales, qui fixe les règles applicables lorsque la loi de deux pays est en cause. Par exemple, il existe des conventions internationales qui sont destinées à éviter la double imposition de ressortissants ayant une activité et un domicile dans deux pays différents. En effet, normalement, lorsque vous habitez dans un pays, vous devez déclarer vos revenus dans ce pays. Mais si vous travaillez dans un pays, vous devez également déclarer les revenus dans ce pays. Donc imaginons une personne qui réside en France et qui travaille en Belgique, il convient de déterminer où cette personne doit déclarer ses revenus. Et donc c'est pour ça qu'on a des conventions fiscales internationales. Il existe également des conventions qui sont destinées à lutter contre la fraude fiscale et donc à retrouver l'origine des revenus. Par ailleurs, il existe également des directives européennes qui sont adoptées par le Conseil de l'Union européenne et qui s'appliquent aux États membres. Donc elles sont une source supérieure au droit interne. Donc il existe notamment des directives concernant le maximum de taux de TVA qui sont normalement applicables sur un pays. Ensuite, au niveau national, l'article 34 de la Constitution dit que la loi doit fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts de toute nature. Donc l'assiette, c'est le montant sur lequel on va le calculer. Le taux, eh bien, c'est ce par quoi on va multiplier par la base imposable. Les modalités de recouvrement, c'est la façon dont l'impôt va être récupéré. Donc ceci figure dans l'article 34 de la Constitution. Alors à noter que la Constitution a été mise ici en dessous les traités internationaux et le droit communautaire. Peut-être qu'en droit vous avez vu l'inverse, mais après renseignement pris auprès de votre enseignante de droit, on peut aussi le présenter de cette façon.
Ensuite, vous retrouvez au niveau national avec des lois et des ordonnances. Donc les lois, sont, je vous le rappelle, sont des règles qui sont écrites, votées par le Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, et elles constituent bien sûr la principale source de droit fiscal. Il y a une loi en particulier qui est importante, qui s'appelle la loi de finances initiale. C'est elle en fait qui précise le budget de l'État. Donc c'est une prévision en fait des recettes et des dépenses de l'État pour l'année prochaine. Donc cette loi de finances initiale elle est en train d'être débattue actuellement, puisque au mois d'octobre-novembre, c'est à ce moment-là qu'on est en train de définir les grandes orientations pour l'année prochaine. Donc elle instaure, cette loi, les différents impôts, elle modifie éventuellement les impôts et taxes qui sont en cours et elle affecte des sommes aux différents ministères. Cette loi de finances initiale peut ensuite être modifiée par des lois de finances rectificatives. Donc elles sont votées en cours ou en fin d'année et donc elles vont modifier les dispositions de la loi de finances initiale en fonction de l'évolution que va prendre les choses. Donc en matière de recettes et de dépenses, peut-être que les recettes ont été plus élevées que ce qu'on avait prévu ou moins élevées que ce qu'on avait prévu, c'est le cas cette année. Et donc on est obligé de modifier certaines dispositions en cours d'année. L'ensemble des lois et des règlements qui régissent le système fiscal français figurent dans le Code général des impôts, qu'on appelle plus communément le CGI, et je vous rappelle que les lois doivent être publiées au journal officiel pour ensuite pouvoir entrer en application. Le niveau de hiérarchie qui vient en dessous correspond au texte réglementaire, à savoir les décrets et les arrêtés. Donc je vous rappelle que les lois présentent les principes généraux en matière de fiscalité, et les décrets et les arrêtés fixent en fait des modalités d'application des lois qui ne seraient pas applicables en tant que telles. Donc on explique en fait comment exactement va être prélevé l'impôt, les cas particuliers ou les choses comme ça. Là aussi, les décrets et les arrêtés ministériels font l'objet d'une publication dans le Code général des impôts et au journal officiel afin de pouvoir être appliqués. En dessous, on a, comme pour les sources du droit comptable, on a la jurisprudence. Donc la jurisprudence, je vous le rappelle, il s'agit de l'ensemble des décisions qui ont été rendues par les tribunaux français en matière de fiscalité. Donc ces décisions vont engager d'autres tribunaux ayant à statuer sur des affaires similaires. Alors en matière de litige, il peut y avoir des litiges en matière d'impôt direct et de TVA, donc par exemple en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA qui est un impôt indirect. Il faut aller, si on a un litige, devant les tribunaux administratifs. Si jamais on n'est pas d'accord avec la décision qui a été rendue par le tribunal administratif, alors on peut interjeter appel devant ce qu'on appelle la cour administrative d'appel, qui rejuge l'affaire. Et si on estime au niveau de la cour administrative d'appel que le droit a mal été appliqué, alors on va former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Et c'est le Conseil d'État, du coup, qui va se demander si la loi a bien été appliquée. Par contre, s'il y a un litige en matière d'impôt indirect et de droit d'enregistrement, dans ces cas-là, donc impôt indirect hors TVA, puisque la TVA c'est devant les tribunaux administratifs, alors dans ce cas-là, on va devoir aller devant les tribunaux de grande instance. Si on n'est pas satisfait de la décision qui a été rendue par le tribunal de grande instance, on peut faire appel devant la cour d'appel, et si on estime que le droit a mal été appliqué, alors on forme un pourvoi en cassation. Ça, c'est pour les décisions des tribunaux français. Il existe également des décisions de jurisprudence européenne, donc ce sont les arrêts de la Cour de justice européenne. Ils constituent ce qu'on appelle la jurisprudence européenne. Voyons maintenant un petit peu comment s'organise l'administration fiscale en France. Donc, en France, les finances de l'État dépendent du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Donc ce ministère porte un nom qui change en fait généralement à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement. Donc des fois c'est ministère de l'économie et des finances, des fois c'est ministère de l'économie et des comptes publics. Donc là avec le gouvernement Macron c'est ministère de l'économie, des finances et de la relance. Et pour information, le ministre actuel est Bruno Le Maire. Concrètement, quand vous prenez ce ministère de l'économie, des finances et de la relance, eh bien, il va y avoir différentes directions qui vont s'occuper de fiscalité. Donc d'abord la direction générale des finances publiques, également la direction générale des douanes et des droits indirects, et vous avez de façon plus anecdotique la direction du budget ou l'inspection générale des finances publiques. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont la DGFiP et la direction générale des douanes et des droits indirects, puisque ce sont ces deux directions qui vont s'occuper particulièrement de fiscalité. Donc la DGFiP s'occupe de la gestion des finances publiques en France, tant en matière de dépenses que de recettes. Donc ce sont notamment c'est sous cette direction que l'on va prélever les impôts.
En ce qui concerne la Direction générale des douanes et des droits indirects, donc cette direction a la responsabilité du recouvrement et du contrôle des taxes dues. Donc le recouvrement, c'est le fait de pouvoir récupérer l'impôt. Et du contrôle des taxes dues sur les importations de biens et services, notamment de la TVA, puisque lorsque vous avez des importations, il y a normalement des TVA et des droits de douane qui vont s'imposer sur le territoire français. Et donc elle contrôle également les déclarations obligatoires qui justifient les échanges intracommunautaires. Voyons maintenant un petit peu plus précisément comment s'organise la Direction générale des finances publiques. Cette Direction générale des finances publiques va au niveau départemental faire l'objet de différentes directions départementales. L'objectif au départ, quand on a créé ces directions départementales, c'est de vouloir à tout prix améliorer le service rendu aux usagers en instituant ce qu'on appelle le guichet fiscal unique pour tous les contribuables. En fait, avant, les contribuables, quand ils devaient s'occuper de leur impôt sur le revenu, il fallait qu'ils aillent à un endroit. Quand ils devaient payer leur taxe d'habitation, c'était un autre endroit, taxe foncière, etc. Voilà, tout n'était pas regroupé au même endroit. Et donc là, l'idée, c'est de simplifier un petit peu les formalités fiscales des particuliers, mais également des entreprises, pour faire en sorte de s'adresser systématiquement au même guichet. Donc il faut imaginer un petit guichet, mais c'est exactement ça. Hein. Vous allez pouvoir faire toutes vos mêmes démarches dans le même centre des impôts. Et donc l'idée est également de mieux répondre aux attentes des collectivités locales, donc qui, je vous le rappelle, sont chargées de prélever certains impôts. En ce qui concerne les directions départementales des finances publiques, donc au niveau de l'organisation de cette direction, il existe donc un pôle de la gestion fiscale qui est chargé à la fois d'établir les impôts et de recouvrer la fiscalité des particuliers et des amendes, mais également de la fiscalité des professionnels. Donc en gros, il s'occupe de récupérer essentiellement l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le bénéfice, la TVA, la contribution économique territoriale. Ensuite, vous avez un pilotage de missions foncières et patrimoniales, donc ça c'est plus pour les éléments qui sont liés à la taxe foncière. Et puis il s'occupe également des affaires juridiques, des contentieux d'assiette et de recouvrement, donc les contentieux, hein, c'est quand il y a des litiges, et des contrôles fiscaux éventuellement quand vous avez un contrôle fiscal qui vous tombe dessus. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'au niveau de la direction départementale, on institue un guichet fiscal unique. Eh bien, ce guichet fiscal unique, il s'appelle le service des impôts des particuliers pour les particuliers et le service des impôts des entreprises pour les entreprises. Donc ça permet d'avoir un interlocuteur unique. À noter qu'il existe également deux autres pôles au niveau de la direction départementale, donc un pôle de la gestion publique qui ne va pas trop nous intéresser dans le cadre de ce cours puisqu'on se centre essentiellement sur la gestion de la TVA, et un pôle du pilotage des ressources qui assure en fait des ressources humaines, des ressources budgétaires, des ressources informatiques sur les deux autres pôles, donc c'est plutôt un pôle qui est dédié au fonctionnement. En matière d'organisation hiérarchique maintenant, quels sont les différents agents que l'on retrouve dans les services des impôts? Vous retrouvez ce qu'on appelle les inspecteurs des impôts. Alors je pense que vous avez tous déjà entendu parler des inspecteurs des impôts. Donc ces inspecteurs disposent d'un droit de visite et de saisie pour les recherches d'informations nécessaires au contrôle des déclarations. Ça veut dire qu'ils peuvent intervenir dans les locaux professionnels, mais aussi au domicile des particuliers, à condition d'y avoir été autorisé par le président du tribunal de grande instance. Alors pourquoi venir dans les locaux professionnels ou aussi au domicile des particuliers? Par exemple, au domicile des particuliers, on peut les faire venir pour constater qu'il y a une grosse différence entre ce qui a été déclaré par le particulier et son train de vie. Quand vous voyez qu'il a déclaré très peu de revenus, voire pas de revenus, et que dans son parking, il y a des Porsche et des Mercedes, vous pouvez dire il y a un problème, il ne peut pas avoir des Porsche et des Mercedes si dans le même temps, il ne déclare pas de revenus. Et donc dans ces cas-là, ça permet d'apporter des éléments à l'enquête. Et puis au niveau des locaux professionnels, même chose, on peut retrouver des pièces comptables éventuellement au niveau des locaux, voir les différents matériels qui ont été achetés pour voir s'ils sont effectivement présents dans l'entreprise. Donc ça permet de vérifier la cohérence des dires des personnes qui se font contrôler. Les inspecteurs des impôts sont épaulés dans leurs tâches par des contrôleurs, donc qui sont sous les ordres des inspecteurs, et ils ont également un droit d'enquête dans les locaux professionnels. Ils peuvent faire communiquer les documents comptables, donc les factures, les grands livres, vérifier les stocks pour voir s'il n'y a pas d'incohérence entre ce qui a été déclaré et ce qu'ils constatent dans l'entreprise. Enfin, vous avez également des agents des impôts qui sont sous les ordres des contrôleurs et des inspecteurs et ils exécutent essentiellement un travail administratif dans les locaux des différents centres.
Alors, à titre d'information, pour être inspecteur des impôts, contrôleur des impôts ou agent des impôts, il faut passer des concours de la fonction publique, des concours administratifs de catégorie C, B ou A pour les inspecteurs des impôts. Donc il vaut mieux être catégorie B parce qu'en termes de niveau de salaire c'est un petit peu mieux, mais sachez qu'avec votre DUT vous avez la possibilité de passer ces concours administratifs. Alors soit pour faire simplement un travail administratif, mais en contrepartie vous avez normalement la sécurité de l'emploi, et puis c'est un travail qui peut être très intéressant puisque vous devez aussi renseigner les particuliers, les usagers sur leur démarche, soit pour un travail plus de contrôle et d'inspection, et dans ces cas-là faut être un petit peu plus à l'aise avec la fiscalité et ses règles. Voilà pour l'organisation hiérarchique. Pour finir, voyons maintenant comment, de manière générale, on détermine le montant d'un impôt. Donc, pour déterminer le montant d'un impôt, il est nécessaire de définir systématiquement ce qu'on appelle son champ d'application, son assiette, le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt, le mode de calcul de l'impôt et le mode de recouvrement de l'impôt. Autrement dit, il y a pas mal de vocabulaire, et dans cette partie, je souhaite développer un petit peu le vocabulaire que l'on va aborder sur les prochains chapitres. Commençons par le champ d'application de l'impôt. Quand on définit le champ d'application de l'impôt, on doit préciser 3 choses. Tout d'abord, les personnes imposables, c'est-à-dire les personnes désignées par la loi comme étant le contribuable. Donc par exemple, pour la TVA, les personnes imposables, ce sont les consommateurs, puisque ce sont eux qui vont devoir supporter la charge de l'impôt. On va devoir également préciser l'opération imposable. L'opération imposable, ce sont les actes ou événements relatifs aux revenus, à la dépense ou au capital qui seront soumis à l'imposition. Donc par exemple en matière de TVA, c'est le fait d'acheter des biens et des services. Et puis on doit également préciser les règles de territorialité, c'est-à-dire la zone géographique concernée par cet impôt. Donc ça va nous prendre un petit peu plus de temps pour la TVA, puisqu'on va devoir se demander, quand on exporte, finalement, où est la TVA? Est-ce qu'on doit facturer de la TVA à la personne qui est à l'étranger? Quand on importe, est-ce qu'on va payer la TVA en France ou est-ce qu'on va se la faire facturer par le pays d'origine? Donc c'est tout cela qu'on va devoir déterminer dans le cours sur la TVA. On définit ensuite ce qu'on appelle l'assiette de l'impôt. L'assiette de l'impôt concerne dans un premier temps la matière imposable, autrement dit on se pose la question de sur quel élément est-ce que l'on va calculer l'impôt. Est-ce qu'on va calculer l'impôt sur un bénéfice? Est-ce qu'on va calculer le montant de l'impôt sur le chiffre d'affaires? Est-ce qu'on va calculer le montant de l'impôt sur les revenus? Sur la valeur des biens achetés? Sur la valeur des biens reçus en héritage? Donc en fait on va devoir savoir sur quoi on va calculer l'impôt. Et ensuite, on va se demander comment est-ce qu'on évalue cette matière imposable. Ça va nous donner la base imposable. Donc par exemple, pour l'impôt sur le revenu, on prendra les revenus issus du travail, les revenus issus du capital, les revenus fonciers. On évaluera donc la somme de ces revenus, on pratiquera aussi un abattement, et ça nous donnera la base d'imposition qui sera soumise au barème de l'impôt sur le revenu. C'est un petit peu compliqué de voir la différence entre matière et base d'imposition, mais en gros, voilà, c'est ce sur quoi on va calculer l'impôt. On continue ensuite avec, toujours dans le vocabulaire, la distinction entre le fait générateur et l'exigibilité. Le fait générateur, c'est l'événement qui fait naître l'obligation fiscale. Par exemple, quand on vend un service, le fait générateur en matière de TVA, c'est l'exécution du service. Vous savez, quand il y a une vente de service, cela donne naissance à de la TVA collectée. Eh bien, c'est le fait d'avoir exécuté le service qui fait qu'il y a naissance de TVA collectée. Ensuite, on distingue le fait générateur de l'exigibilité. C'est pas parce qu'on sait qu'il y a de la TVA collectée sur le service que l'on doit reverser cette TVA collectée à l'État. D'où la nécessité de définir la date d'exigibilité. C'est l'événement, l'acte ou la situation qui rend une personne redevable de l'impôt. Donc par exemple, pour une vente de service, l'exigibilité en matière de TVA, c'est l'encaissement du service. Autrement dit, on répond à la question, mais quand vais-je devoir reverser la TVA collectée à l'État? C'est une date ici qui nous intéresse, d'où la notion d'exigibilité. C'est une date d'exigibilité, on a besoin d'une échéance à laquelle on va devoir payer. Donc pour le service, on l'a dit, dès que le service est payé, alors on sait que la TVA collectée devra être reversée à l'État. Nous serons amenés à revoir cette règle un petit peu plus tard lors de la présentation de toutes les règles d'exigibilité et de déductibilité en matière de TVA. On continue ensuite avec le calcul de l'impôt. Calculer l'impôt, c'est calculer l'impôt qu'est en droit de nous demander l'administration fiscale. On calcule l'impôt exigible. Exigible, c'est l'État
peut exiger de nous le versement de cette somme. On dit alors que la dette devient liquide parce qu'il est impératif de la payer. Le calcul de l'impôt exigible, c'est dur à prononcer, peut être réalisé en appliquant à l'assiette un taux. C'est le cas par exemple pour la TVA. Prenons par exemple l'exemple de l'achat de ce véhicule, ou de la vente de ce véhicule si on se place du point de vue du vendeur. Eh bien, l'assiette de l'impôt ici, c'est le prix hors taxe, qui est net de réduction. Donc, j'ai considéré ici que cette voiture valait 15 000 € hors taxe. Pour calculer ma TVA, je prends le montant hors taxe de la voiture et je multiplie par le taux, qui est ici un taux de 20%. Ça nous donne un montant de TVA qui est tout simplement de 3 000 €. Mais le calcul de l'impôt peut également être réalisé en appliquant un barème à l'assiette de l'impôt. Je vous ai donné ici une illustration avec le barème de l'impôt sur le revenu. Comme ça vous fera un petit peu de culture générale sur le barème de l'impôt sur le revenu. Et je vais prendre mon petit surligneur ici pour expliquer un petit peu le principe. Donc le principe de l'impôt sur le revenu, c'est que plus on gagne, plus ce que l'on gagne va être imposé à un taux important. J'ai considéré ici le cas d'un célibataire qui a un revenu net imposable de 32 000 €. Alors je cherche mon curseur qui doit être par là. Et donc on part ici de ces 32 000 €. Le principe est le suivant. Sur les premiers 10 064 € qu'il a touchés, il ne paie pas d'impôt. Donc sur la tranche de revenus jusqu'à 10 064, on fait 10 064 fois 0%, ça nous donne 0 €. Mais sur les revenus qu'il va toucher au-dessus de 10 064, mais en dessous de 25 659, il doit être imposé ici à 11%. On va calculer la taille de cette tranche. Pour calculer la taille de cette tranche, on fait 25 659 moins 10 064. Ici, on fait moins. Et sur cette tranche ici de revenus, on va appliquer le taux de 11%. Ça nous donne une tranche qui fait 15 595. Multiplié par 11%, ça nous donne 1715,34 € d'impôt à payer. Ensuite, on continue, plus il gagne, plus il est imposé. À partir du moment où ses revenus dépassent 25 659, tout ce qu'il gagne au-dessus de 25 659 doit être imposé, cette fois-ci à 30%. Donc pour calculer la taille de la tranche, on fait 32 000 ici, moins les 25 659 qui sont ici. On fait le moins comme tout à l'heure. Et on multiplie ce qu'on a trouvé par 30%. La tranche ici s'élève à 6 340 €. Je multiplie par les 30% de taux d'imposition, ça me donne un impôt de 1 902 €. Et puis au-dessus, il n'y a plus rien à calculer puisque mes revenus s'élèvent ici à 32 000 €. Mais vous voyez que plus on gagne, plus on est imposé à un taux important. Donc par exemple, les personnes qui touchent plus de 157 806 € par an, eh bien tout ce qu'elles touchent au-dessus de 157 000 € sera imposé à 45%. On voit bien ici l'effet redistributif de l'impôt, puisque quand on gagne peu, on est peu imposé, et quand on gagne beaucoup, eh bien, on va être imposé davantage. Pour avoir le montant de l'impôt de ce célibataire qui gagnait 32 000 €, il faut additionner les différents éléments que l'on a calculés, à savoir, on avait trouvé 0 € pour la première tranche, 1 902 € pour la deuxième tranche, et 1715 pour la deuxième et 1 902 pour la troisième. Pour avoir le montant de notre impôt, ici, on additionne ces trois montants, ce qui nous donne un impôt de 3 617 €. Donc on a ce qu'on appelle un taux marginal d'imposition à 30%, parce que taux marginal, ça veut dire que si il décide de travailler plus et qu'il décide d'avoir des revenus au-dessus de 32 000, eh bien, tout ce qu'il touchera au-dessus de 32 000 pour le moment sera imposé à 30%, mais il n'a pas été imposé à 30% sur l'ensemble de ses revenus. Enfin, le calcul de l'impôt exigible peut être réalisé en appliquant un tarif. Donc c'est le cas par exemple de la taxe sur les véhicules de société ou les droits d'enregistrement. Donc là je vous ai mis un extrait des tarifs de la taxe sur les véhicules de société, sachant qu'il y a deux composantes dans cette taxe. Donc la taxe telle qu'elle va être appliquée prochainement, puisque ça date de mars 2020, sera en fonction des émissions de CO2 des véhicules. Et donc en fonction des émissions de CO2 du véhicule, vous devrez appliquer le tarif qui est sur la grille fournie par l'administration fiscale. Une fois qu'on sait comment est calculé l'impôt, il convient de savoir qui fait le calcul de l'impôt. Eh bien, parfois ce calcul est effectué directement par le contribuable. C'est le cas pour l'IS, qu'on appelle impôt sur les sociétés ou impôt sur les bénéfices, puisque les entreprises doivent spontanément déclarer leur impôt sur les sociétés. Mais parfois, le calcul est effectué par l'administration fiscale
C'est le cas par exemple de l'impôt sur le revenu où on vous calcule votre impôt sur le revenu. C'est pas à vous de le faire. Vous recevez un avis d'imposition sur lequel on vous dit combien vous devez payer. Et c'est pareil pour les impôts locaux. C'est pas à vous de faire le calcul. On vous envoie un avis de taxe foncière. On vous donne le détail du calcul, mais ce n'est pas à vous de calculer. Donc il y a vraiment les entreprises, elles, qui doivent à la fois déclarer leur impôt sur les sociétés, le calculer elles-mêmes. Idem pour la TVA, hein, même si elles ne sont pas contribuables dans ce cas-là, elles sont plutôt redevables de la TVA, mais c'est les entreprises qui calculent la TVA qu'elles reversent à l'État en faisant la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Passons maintenant au mode de recouvrement de l'impôt. Le recouvrement, en fait, c'est le fait de pouvoir récupérer le montant de l'impôt. Donc ça correspond à l'encaissement de l'impôt par l'administration fiscale. L'impôt peut être recouvré par voie de rôle. Voie de rôle, c'est voie de rôle nominatif. Ça veut dire qu'en fait, on vous envoie un avis d'imposition sur lequel est indiqué le montant que vous devez payer et du coup, vous payez. Donc c'est le cas pour la taxe foncière. On a reçu ça il n'y a pas longtemps pour les propriétaires. C'est le cas pour la contribution économique territoriale qui concerne les entreprises. C'est le cas également de l'impôt sur le revenu puisque l'administration fiscale, même si cet impôt est désormais prélevé à la source, envoie toujours un avis d'imposition nominatif pour les foyers fiscaux. L'impôt peut également être retenu à la source. Retenu à la source, ça veut dire que avant même de toucher les revenus, eh bien, vous allez payer les impôts dessus. Donc c'est le cas de la CSG, puisque sur les feuilles de salaire, on voit bien qu'il y a la CSG qui est prélevée avant même que vous ayez touché votre revenu. Donc ça évite en fait simplement un aller-retour avec l'administration fiscale, parce qu'on pourrait très bien vous dire, je vous donne tout votre salaire, et puis à la fin du mois, au fait, il faut payer la CSG. Pour éviter ces allers-retours, en fait, on vous enlève directement le montant de la CSG sur votre salaire. Comme ça, vous n'avez pas de chèque à faire à l'administration fiscale, et puis on est sûr aussi de bien recevoir l'argent en question. Désormais, vous avez également l'impôt sur le revenu, donc, qui est en partie retenu à la source, puisque l'administration fiscale doit fournir un taux d'imposition aux employeurs, et l'employeur est désormais chargé de recouvrer en partie le montant de l'IR sur le salaire. Vous avez enfin un prélèvement libératoire sur les revenus de capitaux mobiliers qui peut également être prélevé directement avant même que vous touchiez ces revenus. Ça veut dire dans tous les cas que le contribuable ne perçoit que le montant net. Donc par exemple, là au niveau de mon salaire, avant je touchais le montant de mon salaire, maintenant je touche directement le salaire moins l'impôt qui est déjà prélevé. Alors l'avantage c'est que du coup j'ai pas mes tiers d'imposition à payer, puisqu'avant il fallait payer l'impôt en 3 fois, donc il y avait des mois où on payait un fort volume d'impôts. Là on est prélevé tous les mois, donc du coup ça facilite la gestion de trésorerie chez les ménages. Et puis sinon l'impôt peut être payé spontanément par le contribuable, donc c'est le cas de l'IS ou de la TVA, où concrètement on doit faire la déclaration pour l'IS et payer spontanément pour la TVA. Voilà pour ce premier chapitre qui vous donne un petit peu de culture générale en matière de droit fiscal. Vous allez pouvoir vous entraîner en réalisant tous les exercices du TD1 qui reprennent les notions de vocabulaire et qui vous invitent également à faire des recherches documentaires, puisqu'en matière de fiscalité, il faut savoir se tenir à jour en matière de réglementation. Et c'est pour cela que je vous ai, sur certains exercices, demandé d'aller chercher de la documentation fiscale et de vérifier que cette information est suffisamment fiable, récente et pertinente. Bon courage à tous!